Des mains de femmes aux ongles vernis calent la bobine d'un film 16 mm sur une monteuse visionneuse. Sur l'écran de celle-ci, deux adolescents bouclés s'embrassent dans une clairière. C'est l'été. Cachés dans le bois, un homme les observe puis lèche le tronc d'un arbre. L'ado blond dégrafe la ceinture du brun en lui lançant un regard suggestif. Le voyeur semble se masturber en les observant. La bobine accélère. Le jeune brun prend le blond par derrière. La bobine s'arrête et avance au ralenti, image par image. Le blond bouclé, jeune adulte au visage d'ange, danse entouré d'autres hommes dans un club d'un bleu sombre à tendance SM. Certains sont torse nu, d'autres masqués. Tout en se mouvant avec désinvolture sur la piste de danse, l'ange dévisage un homme portant un masque lacéré. Adossé contre un mur, l'homme au masque se caresse l'entrejambe. Les mains de la monteuse marquent un photogramme sur la pellicule. La bobine redémarre en accéléré et en arrière. L'ange blond marche de dos, dans un couloir plongé dans une pénombre bleutée. Un oiseau s'envole près de lui. Il découvre l'homme au masque adossé contre un mur. Celui-ci pose sa main sur sa nuque, de profil. Les images des deux ados apparaissent à l'écran de la visionneuse. De profil, ils s'embrassent dans la clairière. Dans le couloir sombre, le brun masqué retourne l'ange contre le mur et lèche sa nuque. Avec une languette de scotch, la monteuse colle 2 chutes de pellicule. Elle fait glisser la bande de pellicule ainsi constituée entre ses doigts. Dans une pénombre rougeâtre, l'ange est allongé sur le ventre. L'homme masqué l'attache avec une corde. Il lui caresse la tête, lui arrache son slip. Dans la clairière, l'ado blond fait une fellation au jeune brun qui lui caresse la tête. Le voyeur se masturbe. Sur le lit, baigné de lumière rouge, l'homme masqué glisse sa main dans sa braguette et en sort un godemiché en cuir noir. L'ange, attaché et bâillonné, transpire, au fer. L'homme brandit le sexe de cuir noir. La lame d'un couteau jaillit de l'extrémité. L'image 16 mm du voyeur qui se masturbe apparaît. Plein cadre. L'homme au masque poignarde l'ange blond. Le jeune ado brun prend le blond par derrière. L'ange agonise. La monteuse coupe un fragment de pellicule. Du sang se répand sur les draps, sous le corps de l'ange blond. Noir à l'écran, le titre du film apparaît en bleu et rouge, un couteau dans le cœur. Bonjour, Raphaël Lefebvre et bienvenue dans ce premier épisode des Rosalie. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être notre premier invité. Eh ben bonjour et de rien. On est très content de t'avoir avec nous parce qu'on te reçoit donc aujourd'hui pour ton travail de monteur sur le film Un couteau dans le cœur, le film de Yann Gonzalez de l'année dernière. Et c'est un film qu'on a beaucoup aimé, notamment pour son montage. Mais peut-être avant de parler du travail en tant que tel sur ce film-là, est-ce que tu peux revenir peut-être sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vers le montage ? En fait, j'étais passionné par le cinéma dès l'adolescence et voilà, j'ai fait une option ciné et après j'ai entendu parler d'une classe prépa qui s'appelle Ciné-Sup au lycée Guisto à Nantes, qui est un peu la seule de ce genre en France, qui est vraiment une prépa entièrement dédiée au concours des écoles de cinéma. Et c'était un peu le bonheur, parce que c'est comme si tu continuais le lycée, mais où toutes les matières se rapportent au cinéma. Et voilà. Et en fait, en entrant dans cette prépa, je pensais vouloir faire des films au sens large, donc j'avais pas une idée très précise de ce que c'est exactement un réal ou autre chose, mais j'avais des idées de films en tête. Et c'est pendant cette prépa que j'ai découvert la pratique du montage, parce qu'on passait tous, on faisait tous des petits films qu'on montait soi-même. Et d'ailleurs, c'était même sur banc magnétique, donc c'était notre pratique du montage, parce que Peut-être décrire ce que c'est banc magnétique pour que tout le monde c'est-à-dire comprenne. que c'est l'époque où on filmait sur des cassettes, donc des bandes magnétiques, HI8 ou Umatic. Et donc le montage consistait à avoir
une cassette de Rush à gauche, une cassette master à droite, et à mettre des points in et des points out à partir de la cassette de gauche et à écraser sur la cassette de droite. Mais ce qui voulait dire que si on voulait revenir sur ce qu'on avait fait, soit on trouvait l'emplacement où ça entrait parfaitement, soit il fallait écraser toute la suite. Parce que voilà, une bande magnétique, ça avance comme ça. Voilà, donc c'était une pratique particulière du montage où tu réfléchis vachement à l'avance à ce que tu vas faire, hyper rigoureuse, qui permet pas de faire des trucs ouf, mais en tout cas, j'ai eu un plaisir fou à mettre des images ensemble, quoi, pour dire les choses simplement, et à créer surtout les raccords entre elles, à créer des liens plastiques, dynamiques. Enfin, le moment du raccord était un truc qui me passionnait totalement, au détriment d'ailleurs de choses très importantes comme la compréhension, la narration, le rythme, tout ça. J'étais un peu focalisé sur le raccord et j'ai appris plus tard que c'était pas génial, enfin qu'en tout cas ça suffisait pas, mais c'est ma porte d'entrée dans le montage. Voilà. Et du coup, à la sortie, au lieu de passer la FEMIS en réa, je l'ai passé en montage. Je ne l'ai pas eu. J'ai fait une petite carrière théorique à la fac, à Paris 8. Et ensuite, j'ai repassé le concours de la FEMIS, et là, je l'ai eu. Et ça, c'était en quelle année? Alors, Pardon, c'est des questions pièges. La FEMIS, c'est Ouais. 2007-2011. Je suis sorti en 2011. Et donc, tu parlais de bandes magnétiques et tout. Plus du tout de montage pellicule à ce moment-là. Alors, la bande magnétique, donc ça, c'était en 2001-2003. Et c'était comme ça parce que c'était un lycée et que c'était des moyens, les moyens techniques qu'il y avait à cette époque-là. La DV, ça commençait à peine. Enfin, la numérisation, tout ça, ça existait, mais ça commençait tout juste. Et en option au lycée, avant d'aller à Nantes, tu faisais pas du tout de montage? Alors moi, j'en ai pas fait moi-même. On avait un intervenant qui s'occupait de faire le montage. On était tous derrière lui, on faisait les choix. Et je me rappelle plus, mais oui, c'était déjà un logiciel de montage numérique. Et la pellicule, non, j'y ai jamais touché, malheureusement. Quand je suis arrivé à la FEMIS, je crois que c'est le moment où ils avaient switché, quoi. Enfin, en tout cas, ils faisaient déjà du montage numérique depuis un petit bout de temps, mais ils avaient arrêté totalement la pellicule. Donc, à mon grand désespoir, je n'ai jamais utilisé une colleuse. Mais donc, même depuis, ça veut dire qu'après, tu t'es jamais formé? Non. Oui, j'aurais pu. Il existe des petits labos et des petits collectifs qui font ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu la présence d'esprit de me plonger dans ce truc-là parce que par ailleurs... le métier évolue. Je pense qu'aujourd'hui, dans le métier du montage, je pense qu'à des niveaux de films de long métrage, plus tout à fait. Personne ne fait du... Et puis c'est surtout que ce genre de film-là, du coup, qui pour certains sont passionnants. Moi, je vais de temps en temps à des projections de films expérimentaux, de petits collectifs, tout ça. Mais c'est des films qui du coup ne peuvent être montrés que dans les endroits qui ont encore des projecteurs 16 mm. Ça demande des conditions très particulières. C'est des petits cercles de passionnés. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est vrai que je me suis un peu, par la force des choses, j'ai fait mon parcours dans un milieu un peu plus traditionnel, même si auteur. Tu disais donc que tu es allé en montage à la FEMIS. Et à la FEMIS, tu as le film de fin d'études, on le réal, même si on est en montage, non? C'est ça? Tu étais à la tête d'un projet. Oui. Ok, et cette expérience en réalisation, ça t'a reconfirmé le montage ou tu t'es dit que la réalisation c'était intéressant quand même? Ah non, oui. Alors déjà, à la FEMIS, le truc génial, c'est que dès la première année, il y a un tronc commun, donc on fait tous encore un film. On n'est pas spécialisé la première année. Enfin, aujourd'hui, on se spécialise en fin d'année, mais à mon époque, c'était toute la première année. On apprenait tous les métiers, enfin tous, on s'entend un peu les postes les plus importants. Et sur les films de fin d'année qui se tournaient en 16 à l'époque encore, on passait sur tous les postes. Donc on faisait l'image, on faisait le son, même la déco. Par contre, on montait soi-même son propre film. Son propre film était écrit, réalisé, monté. Beaucoup de casquettes. Voilà. Mais le reste, on le faisait sur les films des autres. Et en montage, en 3e année, on réalise un autre petit exercice qui s'appelle l'exercice trucage, qui sert à prendre
principalement After Effects, enfin les logiciels d'effets spéciaux, et donc où on doit écrire et réaliser un petit projet qui justifie l'utilisation d'effets spéciaux. Donc j'ai fait ça aussi, et à la fin, effectivement, il y a le travail de fin d'études. Tout ça pour dire quoi alors oui, que d'une part, ma passion pour le montage n'a fait que se confirmer et s'amplifier, mais que j'ai toujours envie de réaliser. D'ailleurs, je l'ai fait. Parce que là, il y a 2 ans, j'ai réalisé un premier court-métrage qui s'appelait Nos désirs, et que là, je suis en train d'écrire le 2e. Un cours encore, du coup ? Ouais. Ok. Trop chouette. Et tu disais justement que dans la prépa, tu étais très attaché au raccord et que tu comprendrais plus tard que c'était peut-être pas forcément la bonne voie. C'est à la Fémis que tu t'es changé d'avis. Ouais. Parce qu'on te l'a dit ou parce que tu en as pris conscience seul sur des exercices ? Un peu des deux, oui, je crois qu'on a dû me le dire. Parce qu'en fait, la Fémis, comment dire, on n'apprend rien. Techniquement, on ne nous apprend pas je sais pas comment dire, des façons de monter, des méthodes de montage, des règles. Voilà. Par contre, on fait beaucoup on pratique et on analyse, on pratique et on analyse, on pratique et on analyse. Et c'est vrai qu'il revenait assez souvent de ma façon de monter que comment dire, il y avait une espèce d'obsession sur les raccords et moins sur la narration, sur les durées, sur la compréhension. Et donc j'ai appris un petit peu là pour le coup, dans les méthodes de travail, à avoir un peu d'abord une vision d'ensemble et puis ensuite aller plus dans le détail. À pas trop me jeter à corps perdu tout de suite dans l'enchaînement des plans. En sortant de la Fémis, tu montes direct ou tu fais de l'assistanat ou tu... Alors un peu des deux. J'ai eu une chance inouïe, c'est que pendant la Fémis, j'ai fait mon stage à Lisbonne sur le dérochage d'un film de Jean Pedro Rodrigues et Jean Rigueira da Mata, qui rentrait tout juste de Macao avec des heures et des heures de vue de Macao, et qui pensaient commencer le montage cet été-là. Et en fait, ils avaient tellement de matière, et ils la triaient et la nommaient de façon tellement méticuleuse que j'ai passé 1 mois et demi sur une chaise à les regarder dérocher, ce qui était à la fois très instructif et légèrement frustrant quand tu sais que les autres ont fait des stages où ils ont mis la main à la pâte, quoi. Mais du coup, j'avais un avantage non négligeable l'année d'après, quand ils ont enfin trouvé l'argent pour se lancer dans le montage proprement dit. C'est qu'ils ont trouvé de l'argent en France, en fait. Enfin, une coproduction en France, qui du coup, pour avoir l'argent d'une CNC, il fallait un monteur français. Et donc j'avais l'avantage d'une part de parler portugais, d'autre part de connaître les rushs. Et voilà. Et donc en sortant de la Fémis, j'ai monté la dernière fois que j'ai vu Macao. Et par la suite, je suis revenu un petit peu à la case Assistana sur La vie d'Adèle de Keshish, qui était une expérience. Oui, un gros morceau de montage, Ouais. j'imagine. Et après, très vite, ça a repris du côté du montage. Court-métrage, d'abord principalement, et puis assez rapidement, les rencontres d'après minuit, le premier film de Yann. Et donc à partir de là, tu as monté les rencontres d'après minuit. Mm-hmm. Après, avec lui, tu as fait Les îles. Les îles, ouais. Et après, Un couteau dans le cœur. Ouais. Et entre-temps, il y a eu plein d'autres courts-métrages, un autre film avec Jean Pedro Rodrigues qui s'appelle L'Ornithologue. Et voilà. Tu disais que du coup à la Fémis on n'apprenait pas des manières de monter, etc. Est-ce que du coup toi tu as eu l'impression de les avoir apprises avant ou après, ou de jamais avoir eu vraiment ce type d'approche par rapport au montage ? Non, du coup... Non, du coup, t'apprends en faisant, quoi. T'apprends en t'adaptant au type de projet, au genre de film.
C'est un peu pour ça que je t'avais parlé de l'artisanat, l'assistanat juste après. Ouais. Parce qu'il y a, j'ai entendu plusieurs monteurs dire que c'est au contact d'autres Bah oui, monteurs qu'ils apprennent ce genre de bien choses. sûr, ouais. Et ça, je dois dire que c'était une frustration. C'est un truc que j'avais un peu dit à l'époque à la Fémis. Mais ouais, la Fémis a une espèce de grosse méfiance vis-à-vis de tout ce qui serait règles, méthode ou je sais pas quoi. Il y a une espèce d'un côté un culte de l'auteur comme ça, et puis de l'autre on apprend qu'en faisant, ce qui est un peu vrai aussi, mais c'est bien aussi, je pense, de pouvoir apprendre en se confrontant à la manière très concrète, très précise de faire de quelqu'un en particulier. Et ça, effectivement, je ne l'ai pas fait. Et par la suite, effectivement, comme je n'ai pas été beaucoup assistant, j'ai eu la chance de très vite monter. J'ai pas eu ça, ouais. Du coup, tu t'apprends des règles, toi, tu oui, tu t'inventes des règles. Je m'en invente moi-même, ouais. Mm. Je livrerai pas mes recettes, mais Non, bien j'ai sûr. des petites obsessions, j'ai des petites façons de faire, bien sûr. Et puis, j'apprends en faisant. Par exemple, on va en parler, mais Le couteau dans le cœur, c'était particulièrement intéressant parce que j'avais jamais monté un film aussi rapide, aussi basé sur le pur plaisir de la narration, de l'enchaînement, du rythme, du fait d'envoyer la sauce comme ça, des shots de jouissance. Jusqu'ici, j'avais monté toujours des films plus... j'aime pas du tout le mot contemplatif, mais puis c'est pas le cas, mais un peu plus lent, avec un rapport au plan plus... avec un rapport plus fort à ce que livre un plan, quoi. L'ornithologue, on peut le dire. Voilà. C'est même un peu le sujet. Il contemple au début. Il contemple, donc voilà. Du coup, on va peut-être parler de Un couteau dans le cœur. Ça y Ouais. est, on y arrive. On y arrive. Comme tu connaissais Yann avant, à quel moment du projet t'arrives? J'imagine que du coup, tu lis les scénarios avant tout. Oui. En l'occurrence, comme on avait déjà travaillé 2 fois ensemble, non, il m'a même fait lire le scénario du couteau avant qu'on fasse Les Îles, parce que Les Îles, c'est un film qu'il a fait comme ça parce qu'il avait besoin de tourner, enfin il avait la nécessité, l'envie de tourner, et qu'il a fait assez rapidement. Mais oui, donc très tôt, j'assiste au processus d'écriture, enfin pas tout le processus, mais il m'a fait lire 2 versions de scénar avant que le film se tourne. Pour lui, c'était sûr dès le début que c'était toi, du coup. Ouais. Surtout que c'est quand même un film dans lequel il y a du montage, donc j'imagine que peut-être tes retours dès l'écriture, c'était peut-être intéressant aussi. Oui, et en même temps, je dois admettre que c'était déjà tellement bien construit, réfléchi, que en pur terme de montage, je suis pas sûr d'avoir dit des choses à la lecture du scénario. C'était plus plus mes ressentis sur des personnages, des répliques, des actions, des je sais pas quoi. Mais et puis je dois admettre que même si c'est très important, penser montage au scénario, surtout penser que va être le résultat, c'est pas si facile que ça. Et je serais bien en peine des fois de dire à l'avance tourne pas ça va pas nous servir au montage, ou j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse, tourne plus de trucs comme ça, il y a de la matière, ou parce qu'on sait jamais en fait. Et la preuve, c'est que quand on fait un premier bout à bout, c'est toujours de la merde. Donc donc des fois on m'a demandé mon avis de monteur à l'étape du scénario, et bon, je le donne si je peux, mais je trouve ça toujours très dur en fait. Lire un scénario et donner mon avis, c'est pas la chose la plus facile à faire. Et alors je rebondis peut-être un petit peu sur Les Îles, mais est-ce que Les Îles et Un couteau dans le cœur, c'est des projets un peu liés? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de comédiens qu'on retrouve dans les deux. Il y a ce personnage de tueur un peu monstre, monstre et tout. Ouais. Bien sûr. Oui, Les Îles, comme il était en période d'écriture et de préparation, de financement du couteau dans le cœur, qui est un film pour lequel il avait une grosse envie, et il a fait de gros efforts de narration, de linéarité,
de plaisir du récit. Il s'est dit voilà, je peux tourner un petit banc d'essai où je pourrais tester des choses formelles qu'on va retrouver dans le film, mais de manière plus onirique, plus expé, narratif, voilà. Et bien sûr, et du coup on retrouve non seulement des acteurs, mais on retrouve le tueur masque, une espèce de monstre qui est le début de sa collaboration avec Mandico, puisque c'est Mandico qui a créé le masque du monstre. Voilà, ouais. Oui, Mandico qui revient dans Un couteau, que c'est le caméraman Exactement. Des films de Anne Parez, absolument. Peut-être on va regarder l'extrait que tu as choisi, qui est le début du film. Mm-hmm. Tu me disais que tu l'avais choisi parce que justement, c'était vraiment le début et ça cristallisait tout le film et les problématiques de montage tout de suite. On va le regarder, donc tu peux dire ce que tu veux et ce qui te vient quand tu le vois. Okay. Un peu comme un commentaire DVD, tu vois. Tu nous racontes un peu ça et on en parle après. Donc évidemment, il y avait le plaisir de monter un film sur le montage. Et oui, la séquence de début, elle a un intérêt, c'est qu'elle présente un peu elle concentre une figure de style très très présente dans le film, qui est le montage alterné. Mais je crois que c'est celle qui l'emmène le plus loin, parce qu'il y a pas que 2 régimes d'image, il y en a 3. Puisqu'il y a les manipulations de la monteuse elle-même sur sa machine. Il y a ce qu'on voit là sur sa visionneuse. Il y a ce qui se passe dans la boîte de nuit avec l'acteur qui est sur sa visionneuse. Et comme on le verra un peu plus tard, le contenu du film qu'elle monte devient en lui-même un régime d'image, comme si le voyeur du film devenait le voyeur, mais en fait j'anticipe un peu ce qui va se passer. C'est pas grave. Devenait le voyeur de ce qui se passe dans la réalité. Bon, on n'a pas fait attention du tout à ce qu'il y ait une logique dans la façon de monter de la monteuse, hein, évidemment. C'est une pure logique de succession de motifs. On a mis les actions qui nous intéressaient au moment où ça nous intéressait. La séquence ne fait pas sens dans la façon qu'a la monteuse de monter les rushs. Mais l'idée, c'était évidemment de jouer des équivalences entre les différents espaces. Et alors du coup, tu parlais de présenter cette histoire de montage alterné qui va être important dans le film. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà là au scénario. Bien sûr, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est là où c'était très impressionnant, c'est que l'idée de ce genre de montage était déjà là dès le scénario. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a collé précisément exactement à la manière dont c'était construit dans son scénario. Au moment du montage, on se rend compte qu'un montage alterné, telle image, finalement, elle marche mieux. Tel rapport entre 2 images va mieux marcher plus tard que ce qui était prévu au scénario. Évidemment, on change des choses, mais toutes les intentions étaient déjà là. Et alors là, par exemple, là j'ai vraiment joué sur la façon dont les personnages se tiennent. Le tueur caresse d'abord sa victime de la même manière dont les 2 personnages dans le film se caressent. Il le retourne. Là, j'ai créé un raccord entre la langue du tueur sur la nuque de sa victime et la colleuse. Et le rapport ensuite entre la corde et la pellicule. Entre la pellicule et la corde. Ça, voilà, c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Et ça, par exemple, je sais pas, la corde et la pellicule, c'est dans le scénario ou c'est... Je pense pas, non. Ce genre de choses. C'est un truc qui frappe quand on regarde les rushs et on se dit, évidemment, il faut jouer toute cette... Dans cette séquence de début, il y a beaucoup de moments musicaux, il y a plusieurs musiques qui s'enchaînent. Vous avez monté avec la musique ? Oui, alors... la première dans la boîte, c'est une musique existante, ouais. Et on a dû essayer 2-3 trucs. Et ça, par contre, donc c'est une musique. Oui, donc là, c'est ce que je disais sur le voyeur.
À un moment donné, on le filme plus avec la visionneuse tout entière autour de lui, il devient un personnage à part entière parce qu'on zoome dans la visionneuse et c'est comme s'il voyait ce qui était en train de se passer, alors qu'évidemment, ça n'est pas le cas. Oui, et tout de suite, dans le montage alterné, les personnages qui jouissent d'un côté et la mort Et de l'autre. voilà. Et là, évidemment, l'analogie entre la coupe de montage et la coupe du couteau. Et donc, pour revenir à la musique, là, cette deuxième partie, c'est une musique donc composée par Anthony, le frère de Yann, qui est le leader de M83. Et on monte d'abord avec une musique dont Yann a l'idée, puis très vite on demande à Anthony de nous envoyer quelque chose, et puis après c'est vraiment du tâtonnement, quoi. Il trouve pas tout de suite le truc, mais nous on trouve assez rapidement quand même la manière dont la séquence va s'organiser. Et donc après c'est vraiment des allers-retours, on lui envoie, il nous renvoie un truc, jusqu'à ce qu'on trouve les bonnes durées, les bons effets, les bons rapports, musique, image. Donc le montage, il y avait évidemment l'idée que ça crée une analogie dans le fait de couper avec ce tueur qui est là pour enfoncer son couteau dans des corps, découper des corps. Et dans le fait à l'inverse de coller, le film racontant évidemment l'histoire d'une femme qui a envie de recoller les morceaux avec la fille qu'il a quittée. Merci beaucoup pour ce moment d'analyse en direct. Trop bien. Mais c'est vrai qu'on sent que tu t'amuses beaucoup sur cette séquence à jouer les petits raccords, ou même dès le départ quand elle fait. Enfin, il y a un plan sur la personne sur le gars qui va mourir tout de suite, et un raccord où elle fait une croix rouge tout de suite. Enfin, Oui. on sent vraiment que tu t'amuses, et c'est des trucs qui irriguent un peu tout le film, ces petits raccords qui viennent jouer la mort et tout ça. Justement, du montage alterné, tu disais qu'il y en avait beaucoup dans le film. Mm-hmm. Là, en discutant avec Théo, on se disait qu'on avait l'impression qu'il y avait un montage alterné à chaque meurtre. Oui. Est-ce qu'il y a des montages alternés à d'autres moments qu'à des meurtres ? Il nous semblait que non, mais on n'a pas mais je tout- crois pas, non. Ok. Non. Je crois que c'est vraiment la figure qui intervient à chaque fois qu'il y a un meurtre. Et où c'est à chaque fois entre un moment de plaisir, justement, et Ouais. un meurtre, Sauf celui de Misia dans la forêt, qui est pas... Ouais. qui n'est pas alterné. Mais où là, c'est pris en charge par une autre figure qui est la caméra qui tourbillonne. Ouais. Puis le vent et plein de choses. Puis c'est le seul meurtre de jour, dehors, dans le Oui, verre, voilà, qui ouais. irrigue complètement l'image. Enfin, il est vraiment... Puis au milieu, peu à part. vraiment, il Ouais, change ouais. aussi du reste. Et le dernier, et à la fin, on pousse le principe du montage alterné encore plus loin avec le split screen pendant la scène du cinéma, là où les choses se dénouent. Ouais, où Vanessa Où Paradis, Vanessa voit le Paradis film. se met à comprendre pourquoi le tueur tue, en fait. Et où elle revoit d'ailleurs tous les meurtres. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et pareil, qu'on qu'il y a a vu aussi dans le une explosion de montage, parce que quand elle comprend, on revoit des flashbacks des meurtres et Voilà. des flashbacks du meurtrier. Exactement. Et ça, c'est de l'idée de montage aussi, ou c'était prévu Les flashs, oui, c'était prévu, puisqu'il les a... Enfin, je sais plus si c'était dans le scénario, mais en tout cas, il les a tournés en tant que tels. Ces flashs sont pas des rushs qu'on est allé prendre dans les séquences de meurtre, sont des plans picturaux qu'il a pensés en tant que tels. Et le principe... alors non, par contre, le principe du split screen, c'est inventé au montage, totalement. La première version, c'était pas un split screen, il y avait un champ contre champ entre le visage de Vanessa et ce qu'elle voyait à l'écran, ou les visions qui venaient créer les analogies avec ce qu'elle voyait. Mais c'est en montant qu'on s'est dit tiens, essayons un split screen. Le split screen, en plus, il est vraiment à la limite, parce que elle est à gauche, elle regarde l'image, et on pourrait se dire qu'avec un angle bien placé, on pourrait physiquement presque avoir Avoir les les deux. deux, En On fait, sent ouais, que c'est ouais. pas vrai, Ouais. et qu'en même temps, on est à... On n'est pas très loin. Ouais. Ouais, pas c'est vraiment beaucoup. la limite. Et du coup, d'ailleurs, il y a donc dans le film, Ouais. tu l'as monté aussi. Oui. Il y a une partie vraiment de Oui, travail du de ça. coup, il y a eu une période assez marrante qui est pendant le tournage, quoi, où ils tournent, c'est les premières choses qu'ils ont tournées, en fait. Donc, au tout début de tournage, ils ont tourné les petits pornos. Et donc, il a fallu les monter et les envoyer au labo pour qu'ils les mettent en pellicule et qu'ils soient projetés sur le tournage. C'est pas incrusté du tout, eux, ils les ont sur le tournage. Non, ils les ont sur le tournage, ouais.
Et donc tu as monté de Sperme et d'eau fraîche. J'ai monté de Sperme et d'eau fraîche. Je l'ai même monté 2 fois parce qu'on a fait une version un petit peu plus dynamique pour le DVD Ok, bah oui, dans les bonus, il y a... que dans le film où Qui elle, n'est pas elle celle du prend film, un petit d'accord. peu plus son temps. Parce que si le fait, on a fait exprès, ça il fallait y penser. J'ai fait exprès de monter un peu large les films dans le film. D'une part pour que ça c'est vraiment pour que la manière de monter soit pas exactement la même dans le film lui-même et dans les films dans le film. Alors par contre, j'ai pas cherché à mal monter. Je suis pas parti du principe que ces pornos étaient mal montés, donc je vais faire n'importe quoi. Je les ai montés comme je monterais des films, mais par contre j'ai monté large parce que je savais qu'une fois qu'on montrait le film lui-même, ce serait pas mal d'avoir la marge, la matière pour resserrer dedans, pour monter dedans et pour pas être coincé par le montage déjà imposé par les petits films dans le film. Ça laissait un tout petit peu plus de marge et de liberté, de possibilité de faire des allers-retours éventuellement. D'accord, et donc tu disais que tu les as montés comme si toi tu les montrais, mais donc tu as regardé des bandes annonces, tu t'es essayé de trouver un style de l'époque ou vraiment tu étais dans ce truc de comment je montrais moi une bande annonce de film porno? Ouais, non, enfin Yann m'a montré quelques trucs, mais on n'a pas cherché à imiter quoi que ce soit. Après, il y avait aussi une espèce de logique dans la façon dont lui-même avait conçu ces petits films qui faisait qu'on ne s'est pas amusé à faire les foufous non plus. Et du coup, il y a de la pellicule qui est présente au tournage. Ouais. Et le personnage, donc Loïs, la monteuse, le personnage de Kate Moran, elle manipule elle a une table de montage avec elle manipule vraiment une pellicule. Ouais, absolument. Ouais. Sous la supervision d'un mec de l'ETNA qui s'y connaît très bien. Voilà. Pardon, je reviens sur les références qui étaient sur le film, dans le film, mais pour Un couteau dans le cœur. Parce que c'est revenu souvent dans les interviews d'Yann et certaines références de giallo italien et tout ça. Même, je me souviens, il y a des scènes où il parlait de références très très précises. Au montage, pareil, est-ce que dans le film, il y a des références très précises ou vraiment vous êtes dans la scène et vous montez au mieux? Ah non, oui, non, vraiment pas. Il m'a juste montré, mais plus pour rigoler, une scène d'un film de Lucio Fulci dont lui s'était inspiré pour la scène du commissariat parodique, voilà, sur le pied sous la table, quoi. Je savais qu'il y avait du De Palma dans l'air, qu'il y avait du Argento dans l'air, mais vraiment, à aucun moment il y a eu de volonté manifeste de copier une scène ou de faire un hommage ou une référence ou une citation. On a vraiment monté selon la logique propre du film. La seule chose pour laquelle je me suis très, très clairement inspiré de quelque chose, c'est pour ah putain, j'ai un trou. Comment on appelle ça? Les flickers. Au moment où il y a un flashback du père qui regarde son fils embrasser un garçon dans une grange et finit par les tuer. Et on fait un flickering entre l'œil qui regarde, les garçons qui s'embrassent et le couteau qui... Et ça, je me suis inspiré d'un cinéaste expérimental dont j'ai évidemment oublié le nom. C'est pas grave, tu pourras nous le renvoyer après. On mettra une merveilleuse voix robotique pour le rajouter. Je mettrai une petite pastille dans le... Raphaël a pu nous envoyer le nom du réalisateur américain après coup. Il s'agit de Paul Sharits. Si jamais vous voulez plus d'informations sur lui, on va mettre des liens dans la description du podcast. Oui, donc ça, je suis allé voir, parce que le mec est connu pour ça, pour le Flickr. Et je suis allé voir des séquences et je me suis dit, tiens, comment il a fait? Bon, c'est pas très compliqué en fait. Hein, en gros, c'est utiliser une ou deux, voire grand max 3 images d'un plan et d'intercaler l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, de façon tellement rapide
que ça crée cette espèce, enfin que la persistance rétinienne fait qu'on a l'impression de voir deux choses à la fois, alors que techniquement on en voit deux très 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 rapidement l'une après l'autre. Et donc j'ai commencé par 2, puis j'ai introduit le couteau, donc ça devient 3. Mais c'est presque mathématique. Ah oui, et alors ça, je passe une journée à couper des tout petits bouts. Ouais, et puis à branler la nouille, à essayer. Alors est-ce que c'est 3 images qui marchent mieux, 3-2, 3-2 ou 2-2? Et puis ça crée un rythme aussi très vite. Et du coup, et ça prend beaucoup de temps parce que tu fais ça, tu coupes une image, t'en laisses une, tu coupes une image, t'en laisses une, tu coupes une image, t'en laisses une. Puis ça marche pas, ça va trop vite. Alors tu reviens, tu dis bon, alors on va faire 2. C'est très très laborieux. Et ça, c'est les rares moments où Yann n'est pas là dans la salle de montage, par exemple, parce que ça sert absolument à rien qu'il soit là. C'est de la pure dentelle technique. Mais le reste du temps, il est plutôt beaucoup là. Et c'est des images en négatif, ces images-là? Oui, absolument, oui. Ok. Et ça, pour les images en négatif, tu montes en négatif ou... Non, mais de toute façon, moi, je reçois du numérique, donc les images ont été numérisées. Mais visuellement, c'est pas un effet. Ils ont numérisé le. C'est fait à la prise de vue. D'accord, ouais. Si t'as vraiment les yeux pendant des heures sur une image et en même temps c'est du négatif, ton cerveau crame, je pense, à la fin de la journée facilement. Enfin, à la prise de vue, pas à la prise de vue, mais au développement, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'était voulu que ce soit des images négatives. Ok. Ah oui, donc c'est fou. Donc en fait, avec toutes les questions qu'on s'est posées avec Félix de est-ce que ça c'était prévu à l'avance, est-ce que c'est des idées de montage, en fait, tout était prévu. Beaucoup de choses sont prévues parce que, Yann, il fait partie de ce genre de cinéaste qui d'une part aime la matière, donc il tourne toujours en pellicule, enfin presque toujours, et qui aime tout ce qui se fait le plus possible au tournage. Il aime l'artisanat, il aime quand dans la mesure du possible. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué puisque tout devient possible, mais dans la mesure du possible, qu'on sente que ça a été fait, fabriqué comme ça, et qui laisse le minimum possible à la post-prod, aux effets spéciaux numériques, dont on s'est servi que pour les yeux des oiseaux. Oui, qui sont blancs. Et des effets d'étalonnage comme dans la scène qu'on vient de voir, je crois que quand il est sur le lit, avant qu'il se fasse poignarder, l'image est de plus en plus rouge. Ça, c'est au tournage. C'est au tournage aussi. Ouais. Waouh. C'est un effet de lumière. En fait, l'idée, c'est qu'il y a une petite lampe devant, là, genre une lampe enfantine qui balance du rouge. Hein. Et oui, ça, c'est le genre d'effet. Parce que ça va avec un zoom, ça va avec. Enfin, du coup, la durée de ton plan, toi, arrivé au montage, alors, elle est quasi alors moi, prévue, ça en fait. me. Bah non, parce que ça, il prévoit pas tout à fait au tournage les moments qui vont être rouges, les moments qui vont être moins rouges. Par contre, moi, du coup, parfois, quand je veux absolument jouer la continuité, ça réduit les possibles, parce que je dois chercher les moments dans le rush où c'est rouge. Mais c'est par ailleurs intéressant aussi d'avoir du rouge à la fin d'un plan et pas de rouge au suivant. Ça crée une petite saute qui en soi est intéressante. Oui, c'est intéressant ça de soulever cette question, parce que du coup, des décisions de tournage parfois ne facilitent pas forcément le montage derrière. Bah, à la base, c'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'on s'est dit on fera un montage, c'est ça. En tout cas, créer des contraintes et limite les possibles. Comme le film est tourné en 35, il y a vraiment ce rapport à la texture et tout. Tu sais s'il existe une copie pellicule du film, une fois il a été tiré après en pellicule ou... Alors, malheureusement, il n'y a pas de... Parce que ça aurait coûté trop cher, il n'y a pas de montage négatif du film qui serait devenu une copie pellicule directement. Par contre, il y a eu un reshoot. Voilà. Il y a eu un reshoot. Yann y tient beaucoup et ça a mis un petit peu de temps, mais ça s'est fait. Il y a eu un reshoot 35 du film. Ouais. Ok. Et il y a eu des proches de ça Non. C'est essentiellement pour le dépôt légal. Pour le dépôt légal, pour le garder à Bois d'Arcy, je crois. Ouais. Et par fétichisme de Yann, parce que ça se fait pas du tout systématiquement, ce genre de... D'accord. Donc la projection à Cannes, elle était bien en DCP. C'était du DCP. Ouais. Elle n'était pas en 35. Et si donc tu disais que il y a tellement de choses qui sont prévues à l'avance comme ça et que rien n'a. Enfin, il n'y a pas grand chose qui ont été jetées en fait. Tout le film est là. Il n'y a pas de scènes qui ont été enlevées ou. Si. Ok. Oui. Il y a des scènes de casting au début du film. Après la décision. Non, d'abord il y a une scène de discussion entre Anne et Archibald. Sur la je sais pas comment on dit, l'espèce de mezzanine là dans leur studio où elle surplombe
le plateau de tournage, où où il lui dit l'équipe râle, des trucs comme ça, et où elle verbalise très clairement son envie de faire des films un peu plus ambitieux, ce qu'elle essaye de faire dans le voilà, film. ce qu'elle essaie de faire après. Ensuite, il y avait toute une petite série de castings assez rigolos où elle cherche de nouvelles têtes, de nouvelles gens. Donc, c'était des petites scènes comiques, voilà, d'acteurs qui viennent montrer leur bite. Mais pour diverses raisons, on les a coupés parce que ça plombait un petit peu le début du film. On avait envie d'engranger l'enquête, la narration un peu plus rapidement. Le film prenait trop de temps à poser plein de petites choses. Il y avait une scène un petit peu gênante vis-à-vis d'un des personnages qui passait le casting. Et voilà, c'était drôle, mais pas non plus à mourir de rire. Enfin, donc le film pouvait tout à fait s'en passer. Et les enlever, j'imagine, c'était aussi une manière de resserrer sur la narration. Oui, le bien film, sûr. Parce que le film est assez court. Il dure 1h42. Ouais. 42, ouais. Et par ailleurs, en fait, il y a une autre raison à ça, c'est que donc on a fait évidemment la première version, on monte tout. Tu sais combien de temps elle durait cette première version? Je me souviens plus, mais elle devait faire un tout petit peu moins de 2 heures. C'était déjà pas très très loin. C'était déjà pas très loin, ouais. Des fois, tu peux faire des premières versions beaucoup plus longues que ce à quoi tu vas arriver. Mais il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, Yann est très, comme il tournait en pellicule et qu'il est déjà très cinéphile et très rigoureux dans son découpage. Il n'y a pas énormément de déchets dans ce qui tourne, même. Ensuite, on savait que le film avait besoin d'une certaine vélocité pour marcher. Donc on a assez vite monté plutôt rapide, mais je vais y revenir. Et donc voilà, et donc effectivement, assez rapidement, on est abouti à une version qui tournait autour de 2 heures et qui ne faisait pas de 2h20 ou 2h30, voire plus, comme ça peut parfois être le cas quand on fait son premier ours, parce qu'on n'avait pas monté large déjà. Mais j'en viens à ce que je voulais dire, c'est que on a regardé la première version et on s'est dit... Bon, de toute façon, il y a un truc qu'il faut savoir, ce que je disais au tout début, une première version, ça marche jamais, vraiment. Les intentions de tournage, d'écriture, de tout ça, ça suffit pas en soi. Il s'est passé des choses sur le tournage, il y a toujours des problèmes. Enfin bref, donc une première version, ça ne marche jamais. Mais celle-là, on se disait, on était un peu perplexe, on se disait merde, on sent qu'il y a un film, mais c'est mou, quoi, c'est pas là. Et puis surtout, on se disait, mais que raconte le film en fait? Et on s'est vite dit qu'on n'était pas assez centré sur Vanessa, sur le personnage d'Anne. Une des ambitions, c'était de faire exister toute une petite troupe autour d'elle, des personnages secondaires ou en couleur, qui a un effet collectif, qui, bon, à mon avis, est quand même un petit peu resté dans le film, mais que c'était pas non plus un film choral, c'était pas un film de troupe, c'était quand même un film sur un personnage qui se bat sur 2 fronts dans sa vie, et que du coup il fallait être à fond avec elle. Et donc on s'est appliqué à 2 choses. D'une part, dans toutes les scènes, être le plus possible sur Vanessa. Par exemple, dès la scène de la cabine téléphonique du début, ne pas être strictement égalitaire entre les deux, mais être un petit peu plus sur les émotions de Vanessa quand elle se fait larguer par Loïs. Et la deuxième chose, resserrer les boulons partout. En fait, j'exagère un petit peu, mais j'ai littéralement raccourci chaque point in, chaque point out de tous les plans du film parce qu'il était juste un petit peu trop mou. Et il avait besoin de vitesse, quitte à, on en est assez conscient, à devenir quelque chose de très dense, où on n'est pas sûr, peut-être que ça va trop vite pour tout comprendre, mais le film avait besoin d'épouser l'énergie du personnage et de jouer à fond la carte du plaisir jouissif d'être dans un récit qui avance. Surtout que le film, au-delà du montage, il pousse les potards très loin, dans la déco, dans le jeu, dans tout, et je pense que c'est bien de le suivre au montage aussi. Ouais. Et peut-être cette scène peu générique, Félix. Ouais, c'était une de nos grandes questions.
la scène qui apparaît après le générique. Ouais, Pendant le générique. pendant le générique en fait. Enfin, Ah oui, pendant, ouais. c'est vrai. Mais je crois qu'il finit et elle continue Il toute finit seule. et elle continue. C'est Ouais, ça. ouais. Et du coup, ça, c'est écrit avant, c'est Non. une envie... Enfin, raconte-nous en fait, juste. Alors ça, c'était l'épilogue du film. Mais du coup, typiquement, c'est le genre de truc à l'écriture, on a l'impression que ça marche très bien. Et puis, on regarde le film, et il y avait un petit effet triple fin. Parce que ça se termine... Enfin, l'intrigue se résout au cinéma, jusqu'à la mort du tueur. Il y a un petit conte raconté depuis outre-tombe par la voix de Loïs, qui pour les spectateurs qui n'auraient pas tout compris, recolle un petit peu les morceaux. Et puis, parce qu'on m'a dit, ouais, ça va, on a l'impression qu'on me prend pour un idiot. Moi, je trouve qu'il n'y a pas que ça dans cette scène. D'abord, c'est une très belle histoire d'amour, quoi. Enfin, il y a un truc très lyrique et tendre, et je trouvais ça très beau d'offrir au personnage de Guy et de... C'est marrant, c'est exactement le trajet que j'ai eu, je crois, en tête. Au début, le réflexe du Oui. c'est explicatif, on pourquoi et m'explique tout. tout, ouais. Et puis après, de se dire, mais ce personnage, on l'a pas vraiment fait exister. Bah voilà, ou on c'est l'a- ça. En fait, c'est une façon de récupérer tous les flashbacks du film, mais qu'on a vu que sous forme de flash, et d'offrir la petite histoire par laquelle tout est né, en fait. Et donc voilà, et donc pouf, deuxième fin, c'est déjà en quelque sorte un épilogue. Et deuxième épilogue, cette scène, on peut y projeter ce qu'on veut, mais voilà, un peu onirique, d'un plateau de tournage où Oui, où tout le monde est en blanc. tout le monde est en où blanc, Loïs réapparaît. qui est une scène à laquelle Yann m'y tenait plus que tout. Il était hors de question de la couper. Mais du coup, j'ai proposé, je lui ai dit, mais si on commençait le générique dessus, il y a quelque chose d'assez beau, c'est que c'est justement une scène de tournage qui se passe dans la joie et tout, et c'est presque une manière de remercier ton équipe au bon endroit sur le film, quoi. Et je me disais, je pense que ça peut marcher, quoi. Et au début, il était pas très pour. Il voulait que la scène fonctionne pour elle-même, et du coup, il avait peur de la gâcher avec des crédits dessus. Et puis, on fait un test, voilà, et avec en présence, en plus, c'est une projection en présence du distributeur, donc c'était un peu, il y avait de l'enjeu dans l'air et tout. Et Yann et le distributeur sont hyper convaincus, trouvent que ça marche très bien. Alors il y a un risque énorme, c'est que comme on fait les crédits que sur une partie de la scène, puisque la deuxième, évidemment, on voulait être à fond dans l'émotion de Vanessa et de Anne, Loïs et Archibald. Le risque, c'est est-ce que des spectateurs vont se lever et quitter la salle et pas voir la fin. Bon voilà, c'est un risque qu'on a pris, qu'on a décidé de prendre. Voilà, du coup cette scène devient un petit cadeau pour les cinéphiles qui prennent le temps de rester lire les crédits. Enfin, en tout cas les principaux crédits, parce qu'en l'occurrence c'est juste... En fait, techniquement c'est un générique de début, en fait, ce moment. C'est ce qui habituellement on met au début d'un film, c'est que les chefs de poste. Et c'est un truc qui est d'habitude fait au début, mais de plus en plus d'ailleurs depuis ces dernières années, les films hollywoodiens parfois font ça, ils mettent à la fin ce générique de début, et puis ils enchaînent ensuite avec le déroulant de fin. Et tu parlais de proches un peu avec des enjeux et tout, là, avec le distributeur. Est-ce que vous avez monté le film dans l'optique de Cannes et vous avez été pressé de ça, ou vous l'avez monté en se disant il sortira et il y a eu la surprise d'être sélectionné à Cannes? Non, bien sûr. Enfin, tous les films qui se montent à la fin d'une année ou au tout début de l'année suivante pensent le font pour aller à Cannes. Donc oui, bien sûr. L'idée, c'était d'envoyer le film à Cannes. Mais vous n'avez pas fini le montage à la fin, trop stressé et tout? Non, parce qu'on était bien... Oui, non, on a fini le montage en janvier. Donc ça laissait... C'était combien de temps en tout, pour avoir une idée? 14 semaines. On avait prévu 12.
Ouais, c'est ça, je crois. On avait prévu 12 et puis on s'est rendu compte aux 2 tiers que ce serait pas mal d'avoir une semaine en plus. Et puis après, il y a les petites retouches qu'on fait ponctuellement une fois que le montage son a déjà commencé, mais qu'on a encore des petites idées, etc., etc. Mais on a vraiment fini en janvier et je crois qu'on l'a mixé en mars, donc le film était totalement prêt. Il était totalement prêt et il a été vu fini par les sélectionneurs. C'était trop bien Enfin, moi, je l'ai vu là-bas. Ouais. Et ça reste... Enfin, vraiment, moi, mon expérience la plus folle Ouais. de Cannes de l'année dernière. C'est un film que j'avais vraiment très, très envie de voir parce que j'avais bien aimé les films de Yann Navant. Et de le voir dans le Grand Palais... Enfin, moi, je sais que dès le début, j'étais déjà conquis. Et c'est vrai que cette scène post-générique, c'est le cadeau à la fin, quoi. Vraiment. Ouais, c'était quelque chose. Et je sais pas si tu te souviens, les gens ont commencé à se lever quand ils ont vu les premiers crédits arriver. Et on s'est dit, merde, ça y est. Et puis, ils se sont retournés. Beaucoup sont restés debout. Ils se sont dit, ah non, mais en fait, ça continue. Et religieusement, ils sont quand même tous restés... Enfin, quasiment tous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé le film. Mais il y a des gens qui étaient partis. Il y a des gens qui étaient partis pendant le film. Et tout, ouais. Mais ceux qui étaient là debout, il y a une espèce de sidération, ah non, il se passe encore quelque chose, et ils sont restés. Ouais, bah oui, c'est quand même vraiment une proposition, et on est à Cannes, donc forcément, il peut se passer des choses tout le temps. Par ailleurs, il me semble que Frémaux avait fait en sorte que les portes soient pas ouvertes avant la fin du générique. Donc que les gens qui partaient le faisaient vraiment par choix et devaient ouvrir la porte. Parce qu'après, ils ouvrent les portes. C'est le premier film que tu as monté qui était en sélection officielle à Cannes. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a... Je sais qu'il y a peut-être le dernier d'ailleurs. Oh. J'espère pas, on te le souhaite pas. Mais comment ça se passe? Je sais qu'il y a une proche test la veille. Toi, tu assistes à ça en tant que monteur? Ouais. Tu participes à ça? Ça, c'était un moment magique. En fait, donc les proches tests évidemment se passent la nuit parce que le jour il y a des séances tout le temps, même jusqu'à tard. Et voilà, donc on nous offre un petit créneau, tous les films qui vont être projetés le lendemain. Voilà. Donc on arrive après Nadine Labaki qui vient de faire son test à 4h du matin. Voilà. Donc en fait, j'ai dû aller me coucher genre vers 1h et puis. Mais tu te relèves 2 heures après, mais j'avais hyper envie d'être là. Alors, en tant que monteur, c'est pas obligatoire d'être là, mais moi, je trouve ça hyper important. Je trouve que ça fait partie de mon boulot d'aller jusqu'au bout, d'être présent à l'étalon, au mix, au projo-test. Évidemment que le mixeur et l'étalonneur, c'est plus important, parce qu'ils vont être vraiment là pour régler ils ont encore la main sur ils ont la main sur la manière. Oui, moi j'ai plus la main sur la manière dont le film va être monté. Ouais. Mais par contre, je peux donner mon avis. Et, au son, je donne assez souvent. Enfin, on se concerte avec Yann et le mixeur. Et voilà. Et donc, c'était magique parce que donc on arrive dans les coulisses, on arrive par derrière. On entre dans un vraiment. Oui, tu as l'impression d'être dans les coulisses d'un théâtre. Puis tout d'un coup, tu arrives direct sur la scène et là, tu vois, je sais pas combien il y a de place, 2000 Ouais, je crois que c'est 2000. 2000 ouais. Vide, c'est là, devant toi. Et puis, on te fait une petite projo privée. C'était waouh. Et alors, le lendemain, quand tu arrives de l'autre côté, parmi les spectateurs, tu as l'impression de pas du tout être au même endroit. Et là, il y a aussi un effet assez intense, mais du fait que cette salle est remplie et que les gens vont voir ce que tu as fait. Et voilà, et donc on fait les tests et on décide, est-ce que trop fort, pas trop fort. On voulait balancer la sauce, mais on nous dit attention. Oui, on voulait balancer la sauce, et du coup, il y a un moment où on a l'impression que ça peut être trop fort, mais on nous dit oui, mais n'oubliez pas que 2000 personnes vont absorber le son, et que donc c'est peut-être pas trop fort. Enfin bref, voilà, c'est un équilibre à trouver. Oui, en plus, ça n'arrive jamais de projeter son film dans une salle de 2000 personnes, donc c'est vraiment des questions que seuls les projectionnistes qui sont là sont au courant de... Oui, mais ce truc-là, c'est vrai dans une petite salle aussi. Oui, bien sûr. Tu fais toujours attention. Mais c'est démultiplié, quoi, fois 2000. Exactement. Ouais. Tu m'étonnes. Après ce film-là, là récemment, il y a M qui est sorti au cinéma, que tu as monté aussi, qui est un documentaire. Ouais. J'ai oublié de le préciser quand on enregistrait, mais on parle bien ici du film M, réalisé par Yolande Soberman. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de... Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre monter un film documentaire et un film de fiction?
Ben, j'ai envie de dire oui, évidemment, en tout cas dans la méthode et dans le fait que sur un film de documentaire, tu contribues beaucoup plus à l'écriture même du film. Mais c'est le cas, je sais pas comment dire, oui, j'ai envie de dire, c'est le cas au début du processus. En documentaire, tu vas devoir avoir une, une vision d'ensemble des rushs à partir de laquelle tu vas réfléchir de comment raconter quelque chose avec tout ça. Alors qu'évidemment, un film de fiction, les prises sont numérotées. Donc tu commences par travailler dans l'ordre du scénario et puis tu vois au fur et à mesure ce qui marche, ce qui marche pas, mais tu tâtonnes beaucoup plus en documentaire. Mais arrive un moment où ça se rejoint, parce qu'une fois, en gros, au moment où la structure a été trouvée, le travail est un peu le même et tu penses souvent même le documentaire en termes de fiction en fait. Enfin, je veux dire en termes de narration, en termes de qu'est-ce que ça raconte. Et c'est particulièrement le cas sur M. Alors M, c'est un cas particulier parce que je suis arrivé, j'ai pas déroché parce que je suis arrivé. Yolande avait déjà prémonté un bout à bout et pour le coup, il voulait être prêt pour Cannes aussi. Je l'ai montré juste après un couteau parce que c'est le même producteur en fait. Et donc après un couteau, la prod m'a appelé pour aider Yolande à finir son film. Et donc il y avait Cannes en ligne de mire, mais là pour le coup, du coup c'était hyper short en termes de timing. Et donc voilà, on est parti du bout à bout de Yolande où il y avait déjà cette façon vraiment très qui n'appartient qu'à elle, cette façon très jump cut, dynamique, un peu décomplexée avec la matière. C'est hyper marrant. Elle va chercher que les moments qui l'intéressent, que ce soit à l'image ou au son, et elle est cut, elle les monte bout à bout. Elle se fout complètement du plan en tant que... Elle est sur l'information, quoi. Enfin, sur Voilà, ce c'est que ça ça, raconte, ouais, quoi. c'est ça. Elle a pas cette doxa du documentaire où du réel doit durer dans le plan, je sais pas quoi, où parfois il faut garder des petits moments imparfaits parce qu'il y a quelque chose de beau au début et à la fin d'un plan. Voilà, elle enlève tout ce qui l'intéresse pas, que ce soit à l'image ou au son. Elle bricole beaucoup. Et donc ça donnait au film cette espèce de montage un peu heurté, comme ça, très vitaliste, qui allait très bien avec, je trouve, le personnage, et puis qui constitue un style en soi. Donc je me suis dit ça, il faut surtout pas que j'arrondisse les angles, enfin faut que je respecte ça, c'est son style quoi. Mais par contre, son bout à bout partait dans tous les sens, et il y avait un effet très souvent un effet de redite, un côté un peu maniaco-dépressif où ça monte, ça descend, tu sais plus ce que ça raconte, un mec qui tourne en rond dans son obsession, les choses vont mieux, pouf, elles vont... Et ça marchait pas quoi. Et donc on a beaucoup travaillé ensemble pour trouver le trajet du personnage quoi, une structure pour aller assez clairement du fond du trou à la réconciliation, Et est-ce que en plus de parler portugais, tu parles yiddish ou est-ce que non, je parle pas yiddish, mais j'ai appris l'allemand et en fait le yiddish est assez proche de l'allemand et j'ai toujours une petite passion pour les langues qui fait que je peux absolument pas prétendre que je parle yiddish, mais par contre je comprenais des choses, ouais, et puis j'avais des repères comme ça. Mais tout était déjà sous-titré. Ah ouais, oui, tout ce qu'elle avait monté était à peu près sous-titré. Et ce qu'elle a tourné pendant le montage, il y a eu sous-titrage en parallèle, en même temps qu'on montait, quoi. Il y a combien d'heures de rush pour ce film-là, par exemple? Alors, justement, je lui demandais l'autre jour, parce que je le sais pas. Ok, oui, vu que tu n'as pas dérushé. Mais pas énormément, parce qu'en fait, Yolande, qui vient de la pratique de la pellicule, est plutôt économe. Donc
Donc voilà, je ne saurais pas dire du tout, mais je pense que c'est vraiment... ça doit être grand max 50 heures, pas plus. Quoi. Okay. Je trouve que c'est souvent une question plus importante au documentaire que bien qu'en sûr, fiction. Ouais, sur Macao, on avait 140 heures, par exemple. C'était déjà... Ouais. Et est-ce que dans le documentaire, comme dans la fiction, tu as l'impression que tu t'amuses aussi sur des petits points de raccord et tu essayes de chercher ça aussi, même dans Oui, bien sûr. Oui. Parce que même moi, je sais que dans M, à un moment assez tard dans le film, il y a une grosse fête et il y a des plans sur des visages et tout d'un coup, on va progressivement vers les visages des enfants. Et alors que c'est une scène de liesse, c'est une scène complètement folle, quand je vois les enfants, je peux pas m'empêcher de me dire oh là là, mon Dieu, en fait, ils ont tous été violés ou ils vont tous être violés. Et c'est vraiment une truc du montage qui vient de ça, de la fête qui monte, et les adultes qui sont de plus en plus heureux, et le montage sur les enfants qui vont peut-être pas bien, en fait. Et on sent que... Enfin, moi, je sais que c'est une scène où je me suis dit ah, peut-être que là, c'était un peu... Au montage, t'as dû t'amuser à faire cette descente vers les enfants, ou peut-être... Oui, en tout cas, il y avait ce simple fait qu'ils étaient là et qu'elle les avait filmés et qu'elle trouvait très beau leur regard. Donc, ouais, c'était important de les inclure. Tu parles de la scène de la yeshiva à la fin, quand le mec chante sur l'estrade et qu'il y a des enfants. Ouais, c'est ça. Ils dansent tous en cercle et tout, et vraiment les enfants sont là presque arrêtés alors que tous les adultes dansent et chantent, et il y a vraiment cet arrêt sur les enfants. Et on revient aux adultes qui dansent et tout. Et qu'avec les hommes et on voit les femmes de loin. Oui, c'est ça. Il y avait l'idée aussi de construire, de faire sentir qu'il y a des espaces différents, que les hommes sont vachement entre eux et que les femmes sont toujours un petit peu à la périphérie avec leurs enfants. Et puis bien sûr, oui, il y avait l'idée de projeter sur ces enfants qu'est-ce qui va pouvoir leur arriver. Mais plus à ce moment-là, c'est plus un truc d'espoir que ça n'arrive plus. On a un endroit du film où on sent qu'une réflexion a déjà eu lieu là-dessus. Ouais. On a déjà eu, je crois, l'information que, par exemple, les bains, ils les emmènent plus, des choses comme ça. C'est ça. C'est peut-être la dernière question, parce qu'il faut que tu t'en ailles dans pas longtemps. Il est 18h20, Raphaël. Ok, alors... Choisis bien ta question, Félix, c'est la dernière. On a beaucoup parlé de points de détail et de choses précises. Enfin, tu nous as aussi dit que tu avais beaucoup resserré en coupant des points partout. Tu parlais du style de Yann Gonzalez au début, très lyrique et très loin du réalisme. Et moi, il y a un effet très fort que j'ai par rapport à ce film il y a un côté kitsch complètement assumé. Enfin, en tout cas, ouais, très lyrique, on va dire. Et pour moi, c'est un film où on se dit... le film, il y va en se posant assez peu de questions sur où est-ce que c'est trop, où est-ce que c'est ridicule, où est-ce que c'est... Voilà. Et il demande au spectateur d'adhérer, quoi, un peu. Moi, c'est ça que je trouvais super beau. Il y a même des points de raccord où je trouve que c'est la croyance du spectateur qui va aider à faire marcher ou pas le raccord. Et je voulais savoir si ça avait été un de tes travaux sur le film, que ce soit pas trop, justement, trop lyrique, ou est-ce que juste tu faisais confiance à Yann et c'est lui qui... Si, évidemment, Enfin, en tout cas, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on a une sensibilité... Même, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. En fait. Quand on parle de cinéma, on n'est jamais d'accord. Mais pourtant, on a une sensibilité commune, en tout cas, à cet endroit-là. Et on aime les films on aime des films qui flirtent avec la possibilité du ridicule. Enfin, on n'a aucun problème avec ça quand on sent qu'ils sont portés par que ce soit une naïveté. Alors nous, on l'a pas puisqu'on est déjà spectateur de ça, donc on peut plus dire aujourd'hui qu'on fait un film naïf, mais en tout cas, on fait un film avec l'envie de retrouver quelque chose de cette naïveté-là et d'aller dans le lyrisme et tout. Ce qui veut pas dire que on cherche la limite, et ça veut pas dire qu'on s'autorise tout en se disant ça passe ou ça casse, on en a rien à foutre. Voilà. Non, bien sûr, mon travail, que ce soit sur les rencontres d'ailleurs ou sur ça, c'est de trouver l'équilibre un peu, quoi. L'endroit où ça nous semble vraiment émouvant, vraiment touchant. Et de flirter avec le kitsch, mais
mais en faisant attention aussi un petit peu à ce que ça fasse pas retomber le soufflet totalement, ou la croyance, ou pas, si on va vraiment trop loin. Mais et puis de doser justement le rapport entre le lyrisme et le grotesque et le comique. Il y a des moments où ça repose là-dessus, sur cet inconfort de mélanger un peu les deux. Puis il y a d'autres où c'est pas indiqué. Par exemple, dans la scène de la cabine téléphonique au tout début, il y avait des moments où Vanessa jouait tellement la meuf bourrée que ça devenait drôle. Mais du coup, ça brouillait un peu le message de la scène, et on s'est dit, c'est pas là qu'on veut qu'il y ait ce genre de mélange des tons trop saillant. Non, mais ça me paraît un beau message pour la fin de cet entretien. Peut-être avant de se dire au revoir, est-ce que tu peux nous dire le prochain film que tu as monté qui va sortir au cinéma? Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Là, il n'y a pas plus de film qui va sortir au cinéma, puisque c'est les deux derniers longs métrages que j'ai montés, c'est Un couteau et M. Non, depuis j'ai monté un moyen métrage de Safia Benaïm qui s'appelle Le sang noir, qui va passer à Côté Court à Pantin en juin prochain dans la section art vidéo. Et j'ai monté un moyen métrage suisse qui s'appelle Le Pays de Lucien Monod, qui était la semaine dernière, cette semaine à Vision du Réel à Nyon, et dont on peut qu'espérer qu'il fasse une petite carrière en festival, et on verra. Voilà. Puis bientôt ton court-métrage. Oui, alors pas tout de suite, parce que là je suis au début d'écriture, Bien donc sûr. voilà, temps de financement, de tournage et tout. Mais rendez-vous, je sais pas, l'année prochaine. Ouais. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir accepté l'entretien, et puis à bientôt peut-être. Moi je vous en prie, merci à vous. Vous venez d'écouter le premier épisode des Rosalies. Cet entretien a été enregistré à Paris le 12 avril 2019 en fin d'après-midi par Théo Leroyer et Félix Laillé-Lécuyer, avec les voix de Cassandre Marie Valfort et Lola Devant. On en profite pour remercier quelques personnes sans qui cet épisode n'aurait pas été possible. Elodie, pour nous avoir mis en contact avec Raphaël, Mimoun et Christopher du super podcast Le Gaufrier, Loïc et Jean-Charles pour leurs conseils, Florian et son projet Refuge pour nous avoir composé ce générique de fin. À bientôt.